Avec plus de 70 shows en une semaine, des collections toujours plus audacieuses les unes que les autres et des décors de défilés parfois spectaculaires, la Fashion Week de Paris s'impose comme l'événement culturel le plus emblématique de la capitale. C'est cet instant suspendu qui révèle l'âme créative et l'excellence du savoir-faire français, avec notamment une spécificité parisienne, la haute couture. La Fashion Week de Paris, c'est aussi un impact médiatique de près de 630 millions de dollars. Et si cet événement artistique et commercial était avant réservé aux journalistes et aux clients fortunés, il attire aujourd'hui des célébrités et des influenceurs du monde entier et de tous les horizons. Mode bien sûr, mais aussi musique, cinéma et j'en passe. En bref, ceux qui font vendre et ceux qui achètent doivent être présents. Pourtant, si face à Milan, New York et Londres, la Fashion Week de Paris rythme le calendrier mondial de la mode, celle-ci n'a pas toujours existé. Et surtout, elle n'a cessé de se réinventer au fil des époques, capturant l'essence des sociétés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la Fashion Week de Paris, et ça tombe bien, la semaine de la mode commence demain à Paris. Je vous laisse donc plonger avec moi dans l'histoire d'un des événements les plus emblématiques et prestigieux de cette ville et du monde. Bon visionnage. L'histoire de la Fashion Week de Paris commence en 1858. Imaginez un salon intimiste, des étoffes somptueuses et au centre de tout ça, un homme qui va révolutionner le monde de la mode. Charles Frederick Worth. Cet homme n'est pas juste un couturier, c'est un visionnaire. Né en 1825 à Bourne en Angleterre dans une famille modeste, Charles se passionne très tôt pour les tissus. Il bosse dans des magasins de textiles à Londres et passe son temps libre à admirer les portraits de reines et de nobles, bref, de la royauté, à la National Gallery. Ses tenues majestueuses, ses étoffes raffinées, il veut en faire son métier. À 20 ans, il quitte donc l'Angleterre et débarque alors à Paris où il trouve un poste chez Gagelin, une des maisons les plus importantes de vente de textiles et de vêtements à l'époque. Mais ce qui attire l'attention sur lui, c'est pas son job, c'est sa femme, Marie-Augustine. Ou plus précisément, la garde-robe de sa femme. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que toutes ces robes, c'est lui qui les a créées. Et elles font un malheur. À chaque soirée, les dames se ruent sur elle pour lui demander « Madame Worth, où avez-vous trouvé cette merveille ? D'où vient votre robe ?» Et c'est là que Charles Frederick Worth capte un truc énorme. Il y a un marché pour la création pure et dure, et pour des vêtements qui imposent un style, et pourquoi pas, une tendance. On est donc en 1858 et Worth décide de se lancer. Il s'associe à un certain Otto Boberg, je vous passe les détails sur lui, et ils ouvrent ensemble le premier atelier de Charles, la maison Worth, au 7 rue de la Paix, au cœur de la ville. C'est donc sa première maison de couture finalement, si ce n'est même la première maison de couture tout court. Oui, car si jusqu'à présent les couturiers se contentaient de répondre aux demandes des clientes, eh bien Charles ne fait pas que coudre. Il crée ses propres modèles et les présente dans des salons luxueux, portés par des mannequins vivants. Et ça, c'est une première. Ce qu'il vient d'inventer, c'est la haute couture. Les clientes viennent pour choisir un modèle déjà créé par Charles Frederick Worth et peuvent ensuite personnaliser les couleurs et les tissus, mais c'est lui l'artiste. Avant, les clientes demandaient et les couturiers offraient, et bien maintenant, Charles offre, puis les clientes demandent. En gros, il invente le principe des collections en créant selon ses inspirations et surtout, il lance l'idée du cycle de la mode avec des créations qui, in fine, changent au fil des saisons. Bien évidemment, c'est un succès. Les femmes les plus influentes et fortunées d'Europe veulent porter du Worth. L'impératrice Sissi elle-même succombe et porte l'une de ses robes les plus iconiques, la fameuse robe aux étoiles qu'elle portera lors d'un bal en 1864. En bref, Charles devient un personnage convoité et influent qui ne suit plus la mode, mais la dicte. Et l'influence de Charles Frederick Worth ne s'arrête pas là. En 1868, pour structurer cette industrie naissante, il pousse à la création de la Chambre syndicale de la couture, des confectionneurs et des tailleurs pour dames, qui deviendra en 1910 la Chambre syndicale de la couture parisienne, puis en 1945 la Chambre syndicale de la haute couture, mais on y reviendra un petit peu plus tard. À ce stade, le but de la Chambre syndicale de la couture, des confectionneurs et des tailleurs pour dames est de réguler, d'encadrer le métier, le développer et surtout garantir un savoir-faire d'excellence. C'est donc lui qui transforme le simple artisan couturier en un créateur, en un artiste, voire en une icône. Ses robes sont aujourd'hui conservées dans les plus grands musées du monde et surtout, au-delà de ses créations, son héritage est finalement partout. Dans chaque défilé, dans chaque maison de couture, dans chaque collection qu'on peut voir aujourd'hui. Mais attention, c'est encore que le début parce qu'à la fin du 19e siècle, on ne parle pas du tout, mais alors pas du tout, de Fashion Week. On
On est maintenant dans les années 1910 et un autre homme, Paul Poiret, nous aide à nous rapprocher encore un peu plus de la Fashion Week qu'on connaît aujourd'hui. En fait, il ajoute la notion de spectacle à ce que notre cher Worth a déjà enclenché. On n'y est pas encore, mais petit à petit, ça se précise. Il a d'abord révolutionné la façon de présenter les collections en France sous forme de défilé avec des mannequins. C'est-à-dire une façon très très moderne de jouer la fête et la mise en scène. Il a été le premier à organiser des défilés dans toutes les capitales d'Europe pour gagner des clients qui permettaient à la marque de prendre de la dimension. Paul Poiret, il est lui aussi visionnaire et il est notamment pionnier dans l'art de libérer la femme du corset avec des tailles hautes et son manteau kimono qui devient un de ses symboles. Au début du XXe siècle, donc, Paul Poiret redéfinit ce que veut dire présenter la mode. Au lieu de simplement exposer ses créations dans son atelier, il organise des événements spectaculaires, des bals privés où l'on attend des invités habillés de leurs tenues les plus dingues. C'est un des premiers à comprendre qu'il ne faut pas juste exposer des vêtements, mais bien créer un événement social, une expérience immersive pour attirer les foules. En 1911, il organise la 1002e nuit, un bal sur le thème de la Perse dans son hôtel particulier du 107 rue du Faubourg Saint-Honoré, où il dévoile des créations aussi audacieuses que les robes à bas-jour ou les sarouels qui marquent une rupture totale avec les codes de la mode de l'époque. Et à cette époque, il est le créateur le plus célèbre. Il est même appelé Poiret le Magnifique, bien qu'il se fera par la suite devancer par les créateurs et créatrices émergents. Quoi qu'il en soit, ces événements deviennent des premières sortes de défilés privés. Alors, il n'y avait pas de podium ou quoi, bien sûr, on n'y est toujours pas, mais on a déjà affaire à des événements où la mode et les mondanités se mélangent un peu pour créer un véritable engouement autour de ces créations. Et c'est bien là une des bases de ce qu'on retrouve aujourd'hui à la Fashion Week, des shows spectaculaires où les créateurs n'hésitent pas à jouer avec l'art et le spectacle pour présenter leur collection. Et même si à la fin des années 20, son style flamboyant commence à perdre de sa popularité face à des créatrices comme Coco Chanel, eh bien Poiret restera toujours une figure clé dans l'histoire de la mode. En bref, sans Poiret, pas de Fashion Week, ou du moins pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Sauf qu'ok, c'est super de présenter les collections lors de grandes fêtes, mais nous, on fait de la haute couture. Au même moment, d'autres maisons de couture parisiennes émergentes ou déjà établies sont elles pas trop partisanes du parler fort. Donc, calm down, Poiret. Dans les années 20 et les années 30, eh bien Paris s'affirme comme le centre de gravité de la mode. Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Marcel Rochat, Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet. Et ben ça, mes amis, c'était pas n'importe quoi. C'est une époque où la couture parisienne prend vraiment de l'ampleur. Et là où ça devient intéressant, c'est que les défilés, ou du moins les présentations des collections, commencent à évoluer. On n'est plus dans l'extravagance des bals de Poiret. Là, tout se fait plus discrètement, dans plus d'intimité. Ces événements sont ultra exclusifs et réservés à des clientes triées sur le volet et aux journalistes de mode. Un petit cercle fermé de privilégiés. Alors bien sûr parce que l'exclusivité est un des fondements du luxe, mais aussi parce que la peur du plagiat est immense. Remettez-vous dans le contexte. À cette époque, tout est beaucoup plus lent. Et l'idée qu'une création puisse se retrouver copiée, c'est l'angoisse. Les maisons de couture font donc tout pour protéger leurs modèles et les défilés, les présentations des collections sont alors sous haute surveillance. Les photographes sont personne, en gros, il y en a pas, et surtout, il n'est pas question de rapidité ni d'instantanéité. Alors, je vous l'accorde, le contraste avec aujourd'hui est plus qu'énorme puisque les photos des collections sont partagées en quelques minutes sur les réseaux sociaux, on voit tout en instantané, mais encore une fois, à cette époque, c'est une autre vision de la mode et puis de toute façon, c'était pas possible, dans tous les cas techniquement, il n'y a pas de fast fashion qui copie et réplique chaque modèle en une semaine, il n'y a pas de réseaux sociaux où tout est partagé en temps réel. Non. Ici, la mode a son propre rythme. Un rythme beaucoup plus lent et encore une fois, beaucoup plus exclusif. Un luxe qu'on pourrait presque envier aujourd'hui. Quand on pense à la Fashion Week, on pense tout de suite à Paris. Et pourtant, la toute première Fashion Week ne s'est pas tenue en France, mais à New York. En pleine Seconde Guerre mondiale, alors que l'Europe est plongée dans le chaos et que Paris, capitale de la mode, est occupée, et ben l'industrie du luxe, elle est un peu à l'arrêt. Les couturiers sont contraints de fermer boutique et de s'exiler ou de composer avec une pénurie des matières premières. Et donc, c'est dans ce contexte qu'une femme va bouleverser l'histoire de la mode. Eleanor Lambert.
Eleanor Lambert, c'est une figure incontournable du milieu. Elle est passée par la publicité et le monde de l'art avant de s'imposer comme la grande stratège des relations publiques de la mode américaine. Et en 1943, elle a une idée. Créer un événement qui mettrait en lumière les créateurs américains, jusqu'ici éclipsés par l'hégémonie parisienne. Elle l'appelle la Press Week, et elle se tiendra en 1943 donc à l'Hôtel Plaza de New York. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que, comme son nom l'indique, eh bien cet événement est exclusivement réservé aux journalistes. Les acheteurs, eux, en fait, ils doivent prendre rendez-vous séparément pour voir les collections en showroom. Et Eleanor, elle fait pas les choses à moitié. Elle va jusqu'à financer le voyage des journalistes de tout le pays pour s'assurer que la mode américaine fasse parler d'elle aux quatre coins des États-Unis. Et ça fonctionne. Pour la première fois, les projecteurs se braquent sur New York et ses créateurs. C'est cool pour eux, mais ça fait quand même un peu de mal à Paris. Et donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que la mode parisienne tente de se relever tant bien que mal, eh bien une décision cruciale va sceller son avenir. La création de l'appellation juridiquement contrôlée haute couture. Et c'est la chambre syndicale de la couture parisienne qui prend cette initiative le 23 janvier 1945, devenant donc officiellement la chambre syndicale de la haute couture. Son but, préserver l'exclusivité de la haute couture en protégeant donc juridiquement le label haute couture et bien sûr définir des règles strictes pour y accéder. Désormais, seules les maisons agréées chaque année par une commission dédiée peuvent revendiquer ce titre prestigieux. Pour ce qui est des critères à respecter, on en parlera un petit peu plus tard. Paris tente donc de reprendre du pouvoir face à l'influence de la mode new-yorkaise qui grandit dangereusement. Depuis la Press Week de 1943, les créateurs américains ont gagné en visibilité et Paris ne veut pas se laisser distancer. Heureusement, la réponse ne tarde pas. En 1947, Christian Dior dévoile sa collection Corolle, immédiatement rebaptisée par la presse New Look. Avec des tailles ultra marquées et des jupes volumineuses, eh bien Dior efface en un instant l'austérité de la guerre. Il apporte un souffle nouveau en redéfinissant les lignes de la mode féminine. Son succès est fulgurant et Paris retrouve son statut de capitale incontestée de la mode. Et il n'y a pas que Dior, des maisons comme Givenchy ou encore Balmain contribuent elles aussi à faire de la haute couture un univers où se croisent tradition, innovation et excellence. Un modèle unique au monde qui aujourd'hui encore demeure une exception française. Mademoiselle, les robes que vous avez créées l'année dernière ont été imitées ou copiées dans le monde entier. Le style Chanel est descendu dans la rue. Est-ce que vous en êtes satisfaite? Ah, j'en suis ravie. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché, c'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus. Dans les années 50, Paris règne en maître sur la mode mondiale. La haute couture est à son apogée, portée par des maisons iconiques comme Dior, Balenciaga, Givenchy et Balmain. En revanche, les défilés ne sont pas encore les spectacles grandioses d'aujourd'hui. Ils sont toujours intimistes, réservés aux clients triés sur le volet et aux journalistes spécialisés. Les mannequins évoluent lentement dans des salons en dévoilant des pièces d'exception réalisées à la main, une à une. Paris brille. Alors au même moment, l'Italie commence quant à elle à gagner en influence, mais Paris brille toujours. Jusqu'ici, la haute couture règne sans partage. Mais dans les années 60, un vent de rébellion souffle sur la mode. C'est l'essor du prêt-à-porter et les défilés de mode ressemblent de plus en plus à ce qu'on connaît aujourd'hui. Yves Saint Laurent incarne d'ailleurs très bien ce changement. On est en 1966 et Saint Laurent lance sa première ligne de prêt-à-porter. Son ambition est d'offrir aux femmes des vêtements élégants mais portables au quotidien. Et c'est cette même année qu'il présente une pièce qui fera scandale, le smoking féminin. Inspiré du vestiaire masculin, il bouscule les conventions et devient un symbole de puissance et d'émancipation. La mode doit être plus jeune, plus accessible, plus audacieuse. Il n'est pas le seul à casser les codes, Pierre Cardin et André Courrèges explorent eux aussi des silhouettes futuristes, et Courrèges par exemple fait défiler ses mannequins d'une démarche vraiment plus naturelle qui est quand même loin des postures figées de la haute couture. Donc pour la première fois, la mode devient plus accessible avec des pièces produites en série. Alors en série, pensez pas à Zara non plus, ça reste du prêt-à-porter de luxe, mais la mode se démocratise et avec elle, les défilés doivent évoluer. L'époque des salons feutrés touche à sa fin. Paris doit se réinventer pour garder son trône. Si aujourd'hui la Fashion Week de Paris est une institution,
C'est en 1973 qu'elle voit officiellement le jour sous la forme que l'on connaît. On y est. 1973, c'est l'année où la haute couture, le prêt-à-porter et la mode masculine se regroupent sous un même événement, ce qui redéfinit également la mode à l'échelle internationale. En fait, jusqu'ici, chaque branche de la mode évoluait un peu en solo. La haute couture avait ses propres présentations, le prêt-à-porter était en pleine ascension, et la mode masculine cherchait encore un peu sa place. 1973 marque donc un tournant. Pour la première fois, toutes ces catégories sont réunies sous un même calendrier, orchestré par une nouvelle organisation, la Fédération française de la couture, qui deviendra plus tard la Fédération de la haute couture et de la mode. Alors, je trouve intéressant qu'on se pose juste 2 minutes sur les différences entre la Fashion Week haute couture, enfin la haute couture Fashion Week et la Fashion Week prêt-à-porter, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de la Paris Fashion Week, il y a en réalité 2 événements distincts. D'un côté, on a la Fashion Week haute couture, qui a lieu en janvier et en juillet. Donc la Fashion Week haute couture, elle est bien évidemment ultra exclusive, on en a parlé 15 000 fois depuis le début de la vidéo, et surtout, elle est réservée aux maisons ayant obtenu le prestigieux label haute couture. Et pour qu'une maison puisse revendiquer ce label-là, il y a des critères à respecter. Mais c'est même pas des critères, c'est vraiment des critères. Le premier, avoir un atelier à Paris avec un minimum d'artisans spécialisés qui y travaillent. Le deuxième, présenter au moins 35 tenues par saison pendant la Haute Couture Week. Et le troisième, et pas des moindres, créer chaque pièce à la main en modèle unique et exclusivement sur mesure. C'est donc pas juste une question de prestige, la haute couture c'est un art, c'est une tradition, c'est une exception française reconnue mondialement. Et surtout, très peu de maisons peuvent prétendre au titre de maison haute couture. Puisqu'il faut avoir son atelier à Paris, ça exclut de fait toutes les maisons étrangères, donc j'insiste encore sur le fait que c'est vraiment une spécificité française. La haute couture, c'est la France. Non, je rigole, mais en tout cas, dans les vraies maisons haute couture, on retrouve des Chanel, Dior, Givenchy, Schiaparelli, donc des maisons françaises. Mais il existe aussi des membres correspondants qui sont des maisons étrangères comme Valentino, Versace Atelier, Armani Privé, Elisab qui participent au défilé sans pouvoir officiellement prétendre au titre de maison haute couture puisque leurs ateliers ne sont pas basés à Paris mais qui répondent à tous les autres critères. Donc c'est pour ça qu'on voit évidemment des maisons italiennes par exemple à la Fashion Week, enfin la Haute Couture Week à Paris. Mais sinon, ils vont pas se fermer au monde, quoi. Donc ça, c'est pour la Haute Couture Week. Et à côté de cette élite, on trouve la Paris Fashion Week prêt-à-porter qui a lieu en mars et en septembre pour la mode féminine et en janvier et en juillet pour la mode masculine. Donc ici, les vêtements sont destinés à être produits en série et vendus en boutique, même si évidemment, il reste du haut de gamme, ça reste du luxe. Donc autrement dit, la haute couture, c'est l'exception, le savoir-faire à l'état pur et le prêt-à-porter, c'est le luxe qui devient portable, qui devient accessible dans une certaine mesure, et commercialisable. Et puisque 1973 est une année pivot, impossible de parler de cette première Fashion Week officielle, de cette première semaine de la mode de Paris, sans évoquer un défilé légendaire qui va marquer un tournant dans l'histoire de la mode. La bataille de Versailles. Imaginez le décor, le château de Versailles, un défilé organisé en grande pompe pour lever des fonds pour la restauration du château, et un face-à-face explosif entre 5 créateurs français et 5 créateurs américains. Côté français, Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Emmanuel Ungaro, Pierre Cardin, Marc Bohan pour Dior et côté américain, Oscar de la Renta, Alston, Bill Blass, Anne Klein, Stephen Burrows. L'enjeu dépasse la mode. Paris représente l'élégance traditionnelle, le savoir-faire, la haute couture dans toute sa grandeur. Les Américains, eux, arrivent avec une énergie nouvelle, un style plus moderne, plus dynamique et plus commercial. C'est une vraie bataille. Les Français mettent en scène des tableaux somptueux avec des décors dignes des contes de fées, carrosses, rhinocéros, ambiance royale, chelou, mais pourquoi pas. Sauf que c'est le camp américain qui marque les esprits avec une approche plus directe. Ils ont un casting de dingue avec des mannequins pleines d'énergie et puis le pompon sur la Garonne, ils font venir la chanteuse et actrice Liza Minnelli qui fait une apparition surprise qui forcément électrise la salle. Donc ce soir-là, même si Paris reste la capitale de la mode et que tout va quand même bien, la Fashion Week de Paris retient qu'elle doit évoluer, s'adapter et innover encore et toujours pour rester au sommet.
Mais non, c'est pas agressif. No, it's not aggressive. Oh, no more eyes. Son défilé a un spectacle qu'il règle comme un chef d'orchestre. L'œil très charbonneux comme ça. Et après... Tout le monde veut y être, c'est le must, le défilé auquel on doit assister. Jean-Paul Gaultier, on aime ou on déteste, mais on vient, ne serait-ce que pour le délire. Si les années 70 ont posé les bases de la Fashion Week de Paris, les années 80 vont littéralement lui donner une nouvelle dimension. À cette époque, les créateurs ne veulent plus seulement montrer des vêtements, ils veulent raconter une histoire, créer un moment, marquer les esprits. Les podiums deviennent alors de véritables shows où la mode flirte avec la performance artistique, et parmi ceux qui poussent cette dynamique à son paroxysme, on retrouve par exemple Thierry Mugler qui en 1984 voit les choses en grand, en très grand même, en organisant un défilé au Zénith de Paris devant 6000 personnes, ce qui est clairement une première dans l'histoire de la mode. Si vous voulez, ça ressemble plus à un concert de rock qu'au défilé dans des salons feutrés dont on parlait en première partie de vidéo, quoi. Je pense bien évidemment à Karl Lagerfeld qui, en reprenant Chanel en 1983, insuffle un revival ultra moderne à la maison en réinterprétant les classiques de Coco Chanel, ce qui crée des défilés sublimes qui rentrent dans les plus marquants de la décennie. Et puis Jean-Paul Gaultier qui lui bouscule les codes avec des créations exubérantes et provocatrices comme le mythique soutien-gorge conique dans les années 90. Vous avez sans doute l'image de Madonna qui le porte sur la tournée Blonde Ambition. Donc on avait déjà senti des signaux faibles à tout ça, mais là on y est. À partir de ce moment, la Paris Fashion Week ne sera plus jamais un simple défilé de mode, mais bien un événement où chaque collection doit non seulement séduire, mais aussi étonner, choquer et fasciné. Et si les années 80 ont transformé les défilés en spectacle, eh bien les années 90 vont les remplir de stars. L'ère des supermodèles commence et avec elle une médiatisation sans précédent des podiums. Désormais, les mannequins ne sont plus de simples porte-manteaux, mais des icônes à part entière. Naomi Campbell, Linda Evangelista, Kate Moss, Cindy Crawford, elles deviennent les reines du catwalk et sont réclamées par toutes les maisons parisiennes. Alors un petit fun fact pour montrer l'impact de ces femmes, il se raconte que Linda Evangelista refusait de sortir du lit pour moins de 10 000 $ la journée. Voilà. Mais les années 90, c'est aussi l'arrivée fracassante de créateurs étrangers à Paris. En particulier des talents britanniques qui vont également ajouter un souffle nouveau au luxe français. Le tout dans un climat où les défilés prennent encore plus d'ampleur, attirant non seulement les acheteurs et les journalistes, mais aussi les célébrités et les caméras du monde entier. Jusqu'aux années 90, la Fashion Week de Paris est donc un joyeux chaos où chaque créateur organise son défilé dans des lieux différents, parfois secrets, parfois improbables, et donc en 1994, pour simplifier l'organisation et structurer un peu l'événement, la Fashion Week trouve un point d'ancrage officiel, le Carrousel du Louvre. En fait, le Carrousel du Louvre devient finalement un espace permettant d'accueillir les défilés sous un même toit. Alors c'est pas non plus une obligation en soi, les grandes maisons gardent quand même un peu de liberté et peuvent choisir d'organiser leur défilé ailleurs. Mais voilà, ça permet aussi de faciliter l'accès aux journalistes et aux acheteurs internationaux pour donner encore plus de rayonnement à l'événement, surtout puisque la Fashion Week de Paris a maintenant un vrai point d'ancrage physique. On est maintenant dans les années 2000 et la Fashion Week n'est plus juste un rendez-vous de professionnels du milieu. C'est un phénomène médiatique planétaire. Les marques de prêt-à-porter de luxe s'imposent de plus en plus à Paris. Balenciaga, Givenchy, Céline, elles s'affirment aux côtés des grandes maisons de couture, rendant la Fashion Week plus éclectique et plus commerciale. L'événement devient une plateforme où les tendances mondiales naissent et se diffusent rapidement grâce à l'essor d'Internet, bien évidemment. Alors on n'est pas dans l'instantanéité d'aujourd'hui, mais on commence vraiment à s'en rapprocher. Les célébrités prennent une place de plus en plus centrale dans l'événement, ce qui amène la Paris Fashion Week dans une nouvelle ère de visibilité et de spectacle. Enfin, en fait, on est passé en l'espace de 3 décennies d'un rendez-vous confidentiel pour acheteurs et journalistes à une machine à rêve, un show planétaire où chaque créateur cherche à repousser les limites du possible. Et dans ce contexte, du coup, en 2010, le président de la fédération, Didier Grumbach, annonce officiellement la fin du carrousel comme centre névralgique de la Fashion Week. Et ça, pour une raison assez simple, les grandes maisons veulent plus de liberté et le carrousel, il correspond plus vraiment à l'image avant-gardiste de la mode où chaque créateur choisit des lieux qui collent à l'esprit de leur collection. En fait, un simple podium ne suffit plus. Il faut immerger le spectateur dans un univers et le pionnier dans tout ça, c'est Karl Lagerfeld,
Ils transforment les défilés Chanel en des expériences visuelles uniques, et ça d'ailleurs dès 2005, donc avant même que le carrousel du Louvre soit officiellement abandonné, ce qui prouve que les grandes maisons avaient quand même déjà commencé à s'affranchir un peu de cet espace centralisé pour créer des expériences uniques et immersives dans des lieux emblématiques tels que le Grand Palais pour Chanel. Donc finalement, à partir de 2010, Paris devient un podium à ciel ouvert. Dior choisit le musée Rodin, Saint-Laurent fait défiler ses mannequins sous la Tour Eiffel et Balenciaga préfère des lieux un peu plus underground. Et comme par hasard, 2010, c'est aussi l'année du lancement d'un petit réseau social qui va littéralement révolutionner la mode. Instagram. Les défilés deviennent accessibles en temps réel au grand public. Et un show réussi doit désormais être en quelque sorte instagrammable. Donc en gros, avoir une scénographie marquante, voire spectaculaire, et bien sûr une collection forte. C'était déjà le cas avant, mais encore plus aujourd'hui. Et puis surtout, les créateurs doivent aussi composer avec cette instantanéité, puisqu'une collection peut être adorée ou critiquée en quelques heures. Et d'ailleurs, dans ce contexte, en 2015, Pascal Morand devient le président exécutif de la fédération avec un défi majeur: accompagner la transformation digitale de la Fashion Week de Paris. Il faut plus d'ouverture aux réseaux sociaux et aux nouveaux médias, il faut une réflexion sur l'impact écologique et l'avenir du luxe durable, et il faut un accompagnement des créateurs émergents pour préserver Paris comme le principal incubateur de talents. Alors, autre changement radical, la place des influenceurs. Aujourd'hui, les créateurs réservent des places aux stars des réseaux sociaux, capables de toucher des milliers de personnes en un post. D'autant plus que les marques elles-mêmes deviennent leurs propres influenceurs, si je puis dire, en partageant elles aussi en direct parfois les défilés de mode sur les réseaux sociaux, ou en tout cas en publiant des vidéos, des extraits, des photos très rapidement sur leurs réseaux sociaux, et du coup en les partageant au grand public. On a tous vu le défilé Jacques Mus dans un champ de lavande sans y être allé. On a tous vu le défilé Louis Vuitton par Virgil Abloh dans les jardins du Palais Royal avec un podium en arc-en-ciel sans y être allé. On a tous vu la robe Copernic faite en temps réel sur Bella Hadid sans y être allé. Et surtout, on l'a déjà évoqué, mais on a tous vu des images des défilés Chanel. Un marché Chanel, une place Chanel, une fusée Chanel. Tout ça, on l'a vu parce que ça a été soit partagé par les maisons elles-mêmes sur leurs propres réseaux sociaux, soit par les médias traditionnels bien sûr, soit par des personnes, des influenceurs qu'on suit de près ou de loin. Mais alors les journalistes, ils sont pas pour autant en reste. En fait, si Instagram est avant tout la plateforme des influenceurs, eh bien on s'est rendu compte que TikTok laisse finalement la place aux médias traditionnels qui investissent la plateforme. Et d'ailleurs, près de 65% de l'impact médiatique de TikTok pendant la Fashion Week de Paris vient de médias traditionnels et non d'influenceurs. À noter néanmoins qu'Instagram, majoritairement du coup investi par les influenceurs, représente quand même en 2024 56% de l'impact médiatique, tous médias digitaux confondus, pendant la Fashion Week, et TikTok 14%. Donc les influenceurs et célébrités sur Instagram sont très loin d'être de côté, mais je trouve intéressant de voir que le dernier réseau social sorti sert d'une manière ou d'une autre mieux les journalistes pendant cet événement. En bref, le paysage médiatique de la mode est totalement redéfini, ce qui a bien sûr de bons côtés, mais cette ouverture à une audience mondiale amène aussi des critiques, notamment sur l'impact écologique d'un tel événement, bien évidemment. Et puis aussi des questionnements sur les défilés virtuels, sur l'intelligence artificielle. Donc encore et toujours, la Fashion Week de Paris devra continuer d'évoluer pour rester pertinente. Vous l'aurez compris, la Fashion Week de Paris, c'est presque 200 ans d'histoire. C'est une tradition en perpétuelle évolution. C'est un miroir aussi de la société d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et puis, il faut aussi se le dire, c'est un business colossal. Et alors sur le est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, bon bah ça va de la vie de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un business qui fait travailler des milliers de personnes. Un business qui façonne l'image de Paris et de la France dans le monde entier. Un business qui, au-delà des polémiques et des tendances, continue de faire rêver. Car au final, la mode, c'est aussi ça. Un terrain d'expression et de créativité inépuisable, pour citer la Fédération de la haute couture et de la mode, mais aussi une vision, un rêve. Et tant qu'il y aura du rêve, il y aura la Fashion Week de Paris. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça m'aide beaucoup. On peut également échanger en commentaire. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très vite. Salut!